sanitaires de l'île du Prince-Édouard manifestent pour exiger la réouverture de la frontière américaine. We're going to just keep fighting as long as we can. Bon début de soirée, mesdames et messieurs. On aurait bien aimé commencer cette semaine de Noël avec des nouvelles plus réjouissantes. Mais bon, la situation sanitaire se complique encore, notamment en Nouvelle-Écosse. Donc, on vous parle de COVID encore une fois en ce début d'émission. Les autorités de la santé sont sur leur garde un peu partout en Atlantique. Et Pascal, le bilan est lourd aujourd'hui encore. Oui, le bilan est lourd aujourd'hui, Michel. Aujourd'hui, c'est encore une fois en Nouvelle-Écosse que ça brasse le plus, avec 485 nouvelles infections. Les cas actifs, on ne les a pas encore. Il y a des petits problèmes côté données. C'est la 11e journée consécutive en Nouvelle-Écosse avec plus de 100 nouveaux cas. Donc, 100 nouvelles infections par jour depuis 11 jours. Ça fait beaucoup en Nouvelle-Écosse. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a quelques trucs préoccupants. Une éclosion déclarée dans un foyer de soins d'Halifax. On sait que ça a retenu l'attention au cours des derniers mois, ce genre d'éclosion-là. Et il y a, depuis vendredi, des dizaines d'écoles en Nouvelle-Écosse qui ont reçu des avis d'exposition. Donc, on surveille ça. La bonne nouvelle, c'est que les hospitalisations dans cette province-là restent assez minimes et ça reste stable en Nouvelle-Écosse. Au Nouveau-Brunswick, on a une autre journée avec plus de 100 nouvelles infections, mais ça reste plutôt stable. 118 nouveaux cas aujourd'hui au Nouveau-Brunswick et le nombre de cas actifs qui continue d'augmenter à 1269. C'est 11 de plus qu'hier et c'est un nouveau record. On a vu pire dernièrement, donc ça se stabilise un peu au Nouveau-Brunswick. L'île du Prince-Édouard, 21 nouvelles infections, 89 cas actifs. C'est beaucoup pour la taille de cette province-là. Et Terre-Neuve et Labrador, 27 nouvelles infections et 150 cas actifs. En parlant de Terre-Neuve et Labrador, il y a peu de cas actifs si on compare au Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, oui, mais fait. La province serre la vis quand même. Oui, donc à compter de demain, 15 heures, il y a des restrictions supplémentaires qui entreront en vigueur à Terre-Neuve et Labrador. Donc, entre autres, isolement de 5 jours et test rapide pour tous les voyageurs. Donc, vaccinés ou pas vaccinés, c'est minimum 5 jours d'isolement et test rapide tous les jours pendant ces journées-là. Pour les travailleurs en rotation, donc les gens qui habitent à Terre-Neuve et qui travaillent ailleurs au pays, par exemple dans les sables bitumineux en Alberta, lors de leur retour dans la province, doivent s'isoler et faire un test PCR à l'arrivée. Et c'était la dernière journée de classe aujourd'hui pour les élèves de Terre-Neuve et Labrador, 2 jours plus tôt que prévu. Et là, on va parler d'ailleurs au pays du Québec, parce qu'au Québec, la situation est pas mal préoccupante aussi. Oui, c'est près de chez nous. Et aujourd'hui, le gouvernement du Québec a annoncé des nouvelles mesures parce que le nombre de cas explose depuis quelque temps dans cette province-là. Fermeture des écoles. Fermeture des bars, des gyms, des casinos, des cinémas, des salles de spectacle. Ça fait beaucoup de lieux qui ferment à compter de 17 heures ce soir. Et aussi fermeture des salles à manger, des restaurants à 22 heures. Ça veut dire que les restaurants peuvent rester ouverts, peuvent accueillir des clients dans leur salle à manger, mais à 22 heures, c'est fini, tout le monde à la maison et le service à emporter peut se poursuivre après ça. Et ça, c'est un élément très important, Michel, le télétravail, à nouveau obligatoire, dans les secteurs, évidemment, où c'est possible. C'est quand même intense, comme nouvelle mesure à l'approche des fêtes. Merci, Pascal. Il n'y a pas de quoi. Et une bonne nouvelle maintenant, Moderna annonce qu'une dose de rappel de son vaccin semble efficace contre le variant Omicron. La pharmaceutique estime que la 3e dose augmenterait de 37 fois la protection offerte. Moderna se dit donc confiante pour la suite, mais va quand même plancher sur une version ajustée dans les prochains mois. Le comité du pont Lamec-Miscou dans la péninsule acadienne considère que le dossier est dans une impasse. Les membres dénoncent le manque de communication avec la ministre provinciale des Transports et de l'Infrastructure et l'absence aussi de progrès. Au bout du rouleau, le comité a décidé de prendre une pause. Voici ce qu'a obtenu Alex Villeneuve. Les membres du comité chargé de représenter les communautés de Lamec et des environs sont découragés par les récentes annonces du gouvernement au sujet du pont de Lamec-Chipagan. Ces dernières semaines, le ministère a annoncé un investissement de 2,5 millions de dollars pour effectuer d'autres réparations sur la structure qui date de 1959. On est toujours loin de la construction d'un nouveau pont. Le comité estime que rien ne progresse depuis 1 an. On est conscient qu'il faut mettre de l'argent, mais
je pense que le plaster, à un moment donné, il faut le changer. Il faut faire une opération chirurgicale et on est rendu là. Le maire de Shippagan comprend l'exaspération. Il estime qu'il faut désormais s'adresser directement au premier ministre et non à la ministre des Transports et de l'Infrastructure. Quand je lui parle, je pense qu'elle est sincère dans ce qu'elle dit, mais je pense que ce dossier va beaucoup plus haut qu'elle et les décisions sont prises un peu plus haut. Et je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut qu'on aille taper. Il garde cependant espoir que la situation débloque. Il dit qu'en janvier, le ministère rendra disponible une nouvelle étude. La chose importante, c'est justement voir l'étude. Donc, moi, ça va nous donner vraiment l'heure juste sur qu'est-ce que le ministère des Transports envisage. I know that's been a hot topic, the bridge in Shippagan. Blaine Higgs dit comprendre que le sujet est sensible. What always amazes me is Il répète que l'important pour lui, c'est d'avoir un pont fiable au moins 99% du temps. but then there's the feeling that, oh, I just want a new bridge. Well, if we take that attitude throughout the province, Il dit qu'il a le sentiment que les communautés veulent un nouveau pont simplement parce qu'elles veulent un nouveau pont. we're basically just trying to create a project. And so I have a different take. Selon Blaine Higgs, cette approche n'est pas viable et ne peut pas être utilisée dans la province. Il dit qu'il faut miser sur l'entretien des infrastructures. How do we maintain and enhance assets throughout our province? Not just replace something because someone feels that they want it replaced. Le premier ministre dit qu'il ne faut pas remplacer des structures juste parce que des gens estiment qu'elles doivent être remplacées. Cependant, aux yeux des citoyens de la péninsule acadienne qui doivent régulièrement s'adapter aux chantiers de construction sur le pont, la vétusté du pont n'est plus approuvée, quoi qu'en disent les études officielles du gouvernement. Ici Alix Villeneuve, Radio-Canada, Fredericton. Les négociations entre Ottawa et Washington concernant la reprise des exportations de pommes de terre de l'île du Prince-Édouard vers les États-Unis se poursuivent et pourraient encore durer des mois. En attendant, le gouvernement fédéral offre une aide de 28 millions de dollars pour soutenir les producteurs qui ont signalé leur désarroi publiquement aujourd'hui. Julien Lecachard. Ils étaient là pour se faire entendre. Des dizaines de producteurs de pommes de terre de l'île du Prince-Édouard ont fait une opération coup de poing à Charlottetown pour demander à Ottawa de rouvrir la frontière avec les États-Unis. We're going to just keep fighting as long as we can. On va se battre jusqu'au bout pour faire tomber cette interdiction, assure John Weiser. Les exportations de pommes de terre insulaires vers les États-Unis sont suspendues à la demande d'Ottawa depuis le 22 novembre dernier pour cause de cas de gale verruqueuse. Depuis, les pertes s'accumulent et atteignent des sommets. Si nous n'envoyons pas nos pommes de terre, nous perdons chaque jour 330 000 $, assure ce producteur. La ministre fédérale de l'Agriculture a annoncé lundi un plan d'urgence de plusieurs dizaines de millions de dollars pour leur venir en aide. Aujourd'hui, j'annonce un investissement de 28 millions de dollars pour aider les productrices et les producteurs de pommes de terre à redistribuer et disposer de leur surplus, en les acheminant vers les banques alimentaires et autres organismes de sécurité alimentaire. Une aide bien accueillie par les producteurs, mais insuffisante selon eux. Sounds like it's a good first step. C'est un bon début, mais si la frontière ne réouvre pas, alors on aura besoin de bien plus, clame ce producteur. Une frontière qui pourrait rester fermée pendant encore de longs mois. Les études pour analyser les sols de l'île prennent du retard et pourraient durer jusqu'en 2023. Rassurer les Américains qu'il n'y a pas de risque ou que les risques sont contrôlés à l'égard de une contamination éventuelle de leur sol. En attendant, le gouvernement insulaire perd patience. En visite à Washington la semaine dernière, le Premier ministre a exprimé son ras-le-bol devant cette situation. Il est temps d'arrêter ces niaiseries, clame Dennis King. Un ras-le-bol aussi contagieux du côté des producteurs, impuissants devant une situation qui va entraîner la destruction de millions de tonnes de pommes de terre. It's a waste of what we did all last year. C'est un véritable gâchis, explique John Weiser. Un gâchis qui pourrait entraîner une véritable catastrophe économique sur l'île. Chaque année, l'industrie de la pomme de terre contribue à plus d'1 milliard dans l'économie de la province. Ici Julien Lecachard, Radio-Canada, Charlottetown. Après la pause, la demande de recours collectif de femmes qui affirment avoir reçu un médicament qui accélère l'accouchement sans leur consentement était de retour en cours à Moncton aujourd'hui.
Les procédures judiciaires se poursuivent pour un collectif de femmes qui estiment avoir reçu à l'hôpital de Moncton un médicament qui accélère l'accouchement, mais sans leur consentement. Elles tentent toujours de faire certifier leur recours collectif par la Cour. Sarah, la juge doit analyser des documents qui pourraient devenir un élément de preuve dans la poursuite. Tout à fait, parce que des nouveaux documents ont été présentés devant la Cour en octobre dernier. L'audience qui avait lieu visait à déterminer en fait si les femmes pouvaient être entendues en tant que recours collectif ou de façon individuelle. Donc, devant ces nouveaux documents, la juge a décidé de reporter l'audience pour permettre à tous les partis de débattre de l'admissibilité de ces documents finalement. Donc, les avocats des plaignantes ont pu être entendus aujourd'hui, mais aussi les avocats des défendeurs. Je le rappelle, c'est le réseau de santé Horizon, mais aussi l'ex-infirmière Nicole Ruet. Et finalement, il y a peu de détails qu'on peut dévoiler sur ces documents-là parce qu'il y a un interdit de publication qui les vise. Donc là-dessus, Mathieu Picard, qui est un des avocats des plaignantes, rappelle c'est quoi finalement le fond de la cause. Cette cause s'appuie sur des allégations à l'effet qu'une infirmière du Moncton Hospital a administré de façon erronée ou de façon négligente ou encore de façon volontaire de l'oxytocine à des femmes qui se sont présentées à l'unité des naissances du Moncton Hospital. Suite à cette administration problématique d'oxytocine, des femmes ont connu des complications variées, dont des accouchements difficiles, des accouchements sous assistance d'équipement ou encore des accouchements suite à une césarienne d'urgence. Et Sarah, est-ce qu'on sait à quel moment ce recours collectif pourra aller de l'avant? Ça pourrait prendre du temps parce que la juge doit d'abord délibérer si les documents qui ont été débattus aujourd'hui peuvent être reconnus comme des éléments de preuve ou non. Il faut ensuite qu'elle détermine si les femmes peuvent être entendues en tant que recours collectif ou de façon individuelle. Et je rappelle qu'en octobre dernier, les avocats des plaignantes disent avoir été contactés par des centaines de femmes qui voulaient faire partie de ce recours collectif. Aujourd'hui, l'avocat Mathieu Picard a toutefois précisé que ces femmes, ils sont en contact constant avec celles-ci, des femmes qui disent avoir accouché, avoir vécu des complications en fait pendant leur accouchement à l'hôpital de Moncton lorsque l'ex-infirmière Nicole Ruet était à l'emploi. Mais pour avoir une idée précise du nombre de femmes, il faudra attendre que le recours collectif soit autorisé. Et d'ici là, les avocats des plaignantes espèrent qu'une nouvelle date sera fixée en janvier 2022 pour continuer de débattre sur la question. Merci Sarah. Je vous en prie. L'expansion du Centre d'entreprise des sciences de l'Atlantique à Moncton devrait coûter moins cher que prévu. Ce projet de 700 millions de dollars a été annoncé en grande pompe en avril dernier. Il prévoit la rénovation de l'édifice historique qui accueille les bureaux de pêche et océan et la construction d'une annexe. Aujourd'hui, le ministre fédéral Dominique Leblanc a annoncé que le projet va plutôt coûter entre 325 et 350 millions de dollars. Il assure que l'ampleur du projet va rester le même. Il note que la facture pourrait augmenter au cours des prochains mois. Les travaux doivent débuter au printemps et se poursuivre jusqu'en 2030. Et les images qu'on voit, ce sont les images de l'hôpital IWK parce que les travaux de construction de la nouvelle urgence sont commencés. Le projet d'une valeur de 102 millions de dollars permettra de doubler la superficie de l'urgence d'ici mars 2025. Cet automne, le volume de patients à l'urgence IWK a cru de 28% par rapport à la même période l'an dernier. Les responsables du projet affirment qu'il répondra aux besoins de la population pour les 50 prochaines années. Le gouvernement de l'île du Prince-Édouard permet depuis samedi à ses résidents d'apporter leur vin au restaurant. Il est également permis de quitter le restaurant avec une bouteille rebouchée. L'île a aussi éliminé les limites d'importation personnelle d'alcool en provenance d'une autre province si le produit est rangé en toute sécurité. À Terre-Neuve, l'archidiocèse de Saint-Jean pourrait devoir se placer sous la protection de la loi sur la faillite et l'insolvabilité. L'Église catholique a été jugée responsable des sévices sexuels et physiques commis à l'orphelinat de Mount Cashel dans les années 40 et 50. Elle devra vendre plusieurs propriétés pour être en mesure d'indemniser les nombreuses victimes. Et en se mettant à l'abri des créanciers, l'archidiocèse aura plus de temps pour évaluer ses actifs et élaborer une proposition pour indemniser les victimes.
Pour le temps des fêtes, la Commission de services régionaux de Kent et la GRC de Richibouctou se sont unis pour organiser une collecte de dons en argent et en nourriture. Après des arrêts à Rexton et à Bouctouche, l'initiative prend fin à Rogersville où se trouve Maya. Alors Maya, cette année, contrairement à l'année précédente, la collecte se fait devant les épiceries. Oui, c'est justement où je me trouve aujourd'hui, donc à la coop de Rogersville. Derrière moi, on peut voir donc une voiture de la GRC de Richibouctou qui avec ses sirènes allumées. Et le but, en fait, ce soir, c'est vraiment de remplir au complet la voiture, que ça soit de denrées périssables, non périssables, pardon, notamment, mais il y a aussi une collecte d'argent qui a lieu. Tout à l'heure, on a même vu une personne donc qui est venue déposer des œufs tout frais, et des pommes de terre. Donc, on accepte aussi les denrées périssables. Donc, que si les gens n'ont que ça, c'est accepté aussi. Ici à Rogersville, en fait, on estime qu'il y a une cinquantaine de familles qui vont pouvoir bénéficier de la générosité de la communauté. Et puis, je parlais avec la mairesse, qui est aussi la présidente de la commission de services régionaux de Kent, qui me disait qu'ils ont amassé 1 000 $ en argent comptant et des denrées d'une valeur de 1 000 $ au cours des collectes, donc à Rexton et Bouctouche. Je me dis, quand ça arrive le temps des fêtes, on veut donner, on veut être charitable, ça nous fait ressentir quelque chose de spécial, d'aider les gens. Alors, quelle meilleure manière de le faire en partenariat avec la GRC. Et les gens sont généreux ce soir encore. Oui, on a vu beaucoup de personnes qui étaient au rendez-vous. Donc, depuis 16 heures, l'heure à laquelle s'est installée l'équipe de collecte, beaucoup ont déposé des denrées qui vont servir aux personnes dans le besoin de la région. Donc, par l'intermédiaire, finalement, de la banque alimentaire locale. Beaucoup ont aussi donné, donc, de l'argent, comme on les a vus tout à l'heure. Puis, il y en a encore qui viennent, donc, déposer. Il y en a même qui sont passés faire une épicerie spécialement pour la collecte de nourriture. J'ai parlé avec quelques personnes et en fait, je leur ai demandé pourquoi c'était important. Ça leur paraissait important cette année de poser en fait ce geste d'entraide. Je vous invite à entendre leur réponse. C'est quelque chose qu'on fait régulièrement, puis il ne faut pas juste le faire dans le temps des fêtes non plus, il faut le faire à toute l'année, tout le temps de l'année. La nourriture est rendue chère. Puis moi, ça m'affecte personnellement parce qu'on a déjà eu besoin de ça. Puis je suis chanceux, j'ai eu un bon emploi. Ça fait que j'essaye de donner. Fait que c'est plate parce que le gouvernement, il n'est pas fort. Hein? Il devrait donner plus. Bon, c'est important d'être généreux tout le temps de l'année, mais c'est spécialement maintenant parce que les gens en ont grandement besoin. Oh, c'est juste, j'avais des œufs d'avant, des 3 douzaines d'œufs d'avant, ça fait, j'ai décidé de donner 2 pour les pauvres, c'est là qu'on va aller manger, puis des patates. Pour les gens qui le souhaitent et qui n'auraient pas encore eu l'occasion de le faire, il leur reste encore du temps pour donner. Les équipes de collecte seront présentes ce soir à la coop de Rogersville jusqu'à 19h. Merci beaucoup, Maya. Le Chili a élu son président le plus à gauche depuis Salvador Allende en 1973. L'ex-leader étudiant Gabriel Boric a remporté haut la main les élections hier face au candidat de l'extrême droite. Une victoire historique porteuse de changements majeurs pour la société chilienne. Jean-Michel Leprince. Gabriel Boric, 35 ans, va marquer l'histoire du Chili. Une victoire éclatante contre un candidat d'extrême droite pour le plus jeune président élu du Chili, qui tentera de réformer le pays profondément, avec un taux de participation record. Soirée de triomphe à Santiago pour Gabriel Boric, littéralement porté sur la scène où il retrouve sa famille et ne peut s'empêcher de se faire un autoportrait en compagnie de sa conjointe. Il garantit un respect inébranlable des droits de la personne. Jamais plus nous n'aurons un président qui déclarera la guerre à son peuple. Soirée de fête dans les rues de la capitale, davantage théâtre d'affrontements parfois violents ces dernières années
que de joyeux défilés de partisans du candidat de la gauche. Un parcours sans précédent pour ce leader étudiant socialiste des grandes manifestations de 2011, aux côtés de la jeune communiste Camila Vallejo, qui le suivra jusque dans la campagne présidentielle. Les deux ont été élus par la suite députés du Front Large, la coalition de gauche. Malgré son jeune âge, je crois qu'il est compétent pour changer le pays, dit cet homme. Avec lui, la nouvelle Assemblée constituante issue des manifestations de 2019 pourra ainsi mener à bien la rédaction d'une nouvelle constitution qui remplacera celle de l'ère Pinochet. Le grand défi de Gabriel Boric sera économique. Face à une opposition de droite robuste au Congrès, il doit réaliser ses promesses sociales, retraite, éducation, santé, mais avec prudence. Tout en promettant la responsabilité fiscale. La seule réaction négative a été celle de la bourse en baisse, ainsi que la monnaie, pour l'élection d'un président de gauche. Jean-Michel Leprince, Radio-Canada, Montréal. Encore de mauvaises nouvelles pour le premier ministre Boris Johnson. Selon un sondage, 6 Britanniques sur 10 pensent qu'il ne sera plus premier ministre à la fin de l'an prochain. En principe, son mandat se termine en 2024. Les tuiles s'accumulent depuis quelques semaines. Pour lui, il a perdu une élection partielle et une centaine de députés de son parti l'ont défié en votant contre un passeport sanitaire pour les grandes salles. Israël vient d'ajouter le Canada et les États-Unis à la liste des pays que ses citoyens ne peuvent plus visiter en raison du variant Omicron. Israël avait déjà limité les déplacements de ses ressortissants vers les pays africains et certains pays européens. Israël a placé plus de 50 pays sur cette liste rouge. Les Israéliens, même vaccinés, devront se soumettre à une quarantaine d'une semaine après avoir visité un de ces pays. Il y aura de la neige demain sur plusieurs de nos régions en Atlantique. Au Nouveau-Brunswick, quelques averses de neige sont prévues, alternance de soleil et du nuage, maximum +2. En Nouvelle-Écosse, possibilité d'averses de pluie ou de neige avec une température maximale de +5. Il y aura aussi des averses de neige à l'île du Prince-Édouard et aux îles de la Madeleine, maximum de +2. À Terre-Neuve, la neige sera au rendez-vous, surtout dans l'Est, maximum 0. En vous disant que la Nouvelle-Écosse a rapporté 485 nouveaux cas de COVID-19 encore aujourd'hui. C'est un nouveau record quotidien pour cette province qui, depuis plusieurs jours déjà, annonce de nombreux nouveaux cas tous les jours en raison des éclosions liées, entre autres, à l'Omicron, au variant Omicron. Alors, c'est tout pour le téléjournal Acadie ce soir. Déjà, l'émission n'est que de 30 minutes et ce pour toute la durée des fêtes. On se laisse sur des images magnifiques des lumières de Noël à Riverview, au Nouveau-Brunswick, sur le bord de la rivière Petit-Kodiak. Excellente soirée.